On parle donc aujourd'hui du drame autour de Quentin Derenque, au récit de l'extrême droite très largement relayé dans nos médias durant tout le week-end et très largement fondé sur des fantasmes. On va essayer d'opposer un contre-récit fondé, lui, sur des analyses précises, des recherches étayées, des papiers rigoureux. On revient brièvement sur les faits eux-mêmes tels qu'ils sont étayés. Tout ce dont on va parler s'est produit jeudi dernier, le 12 février. Et en réalité, jeudi dernier, le 12 février, il s'est produit 3 choses distinctes. La première de ces choses qui s'est produite, c'est la venue à Sciences Po Lyon de Rima Hassan pour une conférence. En face, 7 militantes de Némésis, groupement fémo-nationaliste, on va y revenir, sont présentes pour contester la venue de Rima Hassan. On n'a pas le détail de ce qui se passe autour de Sciences Po Lyon, mais on sait que 2 des militantes de Némésis auraient été violentées. Il s'est passé une deuxième chose. C'est une rixe entre deux groupes que le procureur de la République de Lyon n'a pas voulu qualifier, mais que l'on peut suspecter être, d'une part, des militants nationalistes d'extrême droite, d'autre part, des militants antifascistes. La manière dont les 2 premiers événements sont liés l'un à l'autre n'est pas établie. Et le procureur de la République de Lyon n'a pas fait encore de commentaires à ce sujet. La troisième chose qui s'est produite jeudi 12 février à Lyon, c'est que, à l'issue de cette rixe, 3 militants nationalistes ont été molestés par une partie des individus restés sur place, a priori. On n'en a pas confirmation, mais a priori des militants antifascistes. L'un de ces militants est Quentin Derenque, qui est mort des suites de ses blessures, en particulier mort des suites des coups très violents qu'il a reçus à la tête. Les faits ont été requalifiés par le procureur de la République en homicide volontaire, compte tenu de la gravité des blessures et de la violence des coups qui ont été infligés. On sait que Quentin Derenque n'est pas mort sur le coup. Un de ses amis est venu l'aider à se relever quelques minutes après la fin du tabassage en règle. Il a été admis à l'hôpital quelques heures plus tard et il y est mort. Ces 3 choses sont 3 événements qu'il faut traiter différemment. Il est pour l'instant impossible de savoir avec certitude comment sont liées cette action de contestation ou de provocation menée par Némésis et la rixe qui a opposé les militants nationalistes d'extrême droite aux antifascistes. Parce que les militantes de Némésis ont immédiatement dit que Quentin Derenque faisait partie des amis qu'elles avaient amenés pour les protéger, en somme de leur service d'ordre. Et cette information semble laisser croire que les deux événements sont liés. On n'a pas de certitude là-dessus. Il a été raconté beaucoup de choses fausses, dont on sait d'ores et déjà qu'elles sont fausses. Il a été raconté que ça aurait été un guet-apens tendu par de méchants antifascistes contre de pauvres et gentils jeunes hommes nationalistes qui passaient par là. On sait que c'est pas vrai. Ça a été une confrontation comme les rues de Lyon en voient hélas souvent. Information qui vient de sortir dans le Canard enchaîné. Une vidéo inédite précédant le lynchage du militant d'extrême droite. Le Canard publie des images de la violente bagarre qui a opposé militants d'extrême droite et d'extrême gauche quelques minutes avant les coups portés contre Quentin Derenque. Elle montre que les 2 groupes étaient bien venus pour en découdre. Selon les éléments rassemblés par le Palmipède, la baston commence à 17h50 dans le 7e arrondissement de la ville, à une cinquantaine de mètres de l'endroit où Quentin Derenque s'est retrouvé plus tard au sol. L'instant d'avant, un groupe d'énervés d'extrême droite habillés en noir, la plupart masqués, dont certains armés, paraît attendre les autres à la sortie du pont ferroviaire qui relie la rue de Marseille au boulevard Yves Farge. Les hostilités commencent par des jets de fumigène en direction des antifas. Parmi les militants d'extrême droite, certains sont équipés de gants coquets. L'un d'eux frappe ses opposants à coups de casque de moto, un autre qui utilise une béquille ainsi qu'une gazeuse, un troisième se sert d'un parapluie. La bataille rangée va durer quelques minutes, les 2 groupes s'échangent des coups de pied et de poing, on aurait dit un ring de boxe géant, ça courait dans tous les sens, raconte un témoin, mais personne n'a demandé de l'aide, ils étaient venus pour en découdre. Les militants d'extrême droite recrutent ensuite au croisement de la rue où les 2 groupes se font face encore quelques secondes, ce que confirme une vidéo transmise au Canard par un riverain que nous publions. Plusieurs personnes ont déjà été blessées lors de cette confrontation. Un premier jeune gît au sol derrière une voiture chaotechnique. Lorsqu'il est tombé, plusieurs se sont jetés sur lui à coups de talon dans la tête, explique une personne présente. La bataille rangée se déplace ensuite rue Victor-Lagrange où les groupes se séparent. Plusieurs jeunes d'extrême droite s'enfuient, sauf 3 d'entre eux, dont Quentin Derenque. Il est violemment tabassé à l'angle de la rue Camille Desmoulins. Des riverains préviennent les secours. Les pompiers et la police ne sont pas arrivés assez vite. Ça confirme une partie des informations qu'on avait. L'idée est déjà absolument établie, avec certitude désormais, qu'il s'agit bien d'une rixe entre 2 bandes, et non pas d'un guet-apens ou
ou d'une embuscade tendue par les antifas d'extrême gauche, ce qu'a raconté l'extrême droite tout le week-end et qui est totalement faux. D'après les dernières informations qu'on a et qui restent à confirmer, ce serait même plutôt les fascistes, les militants d'extrême droite qui auraient commencé la bagarre, étant entendu malgré tout que leurs adversaires antifa semblent eux aussi venus pour en découdre. Donc ça invalide totalement, comme je vous le disais, le discours tenu dans tous les médias et sur tous les réseaux par l'extrême droite depuis ce week-end. Ça ne retire rien en revanche au caractère dramatique et insupportable de voir un homme être tabassé, lynché au sol jusqu'à la mort. On ne sait pas non plus exactement quelles étaient les personnes présentes. Le procureur de la République n'a donné aucun nom. Il n'a même mentionné aucune organisation et il n'a notamment pas mentionné la Jeune Garde, groupement antifasciste lyonnais fondé en 2018, cofondé notamment par Raphaël Arnaud, qui est député insoumis aujourd'hui. La Jeune Garde mise immédiatement en cause par l'extrême droite. Le procureur de la République, lui, n'a pas fait ce lien à ce jour. La troisième chose qui s'est produite, c'est le tabassage en règle de ces 3 militants nationalistes et notamment de Quentin Derenc. Moi, je vais être très clair, personne ne devrait mourir pour ses idées après avoir été tabassé au sol. Ça ne suffit pas, une fois qu'on a dit ça, il faut avancer dans le cadre interprétatif. Il faut parler d'une chose d'abord, la question de la France insoumise, qui fait l'objet d'attaques extrêmement virulentes depuis ce week-end. On ne peut pas dire qu'il n'y a absolument aucun lien puisque tout ceci se passe autour d'une conférence de Rima Hassan à Lyon. Je dis autour parce que, encore une fois, on n'est absolument pas sûr que cette rixe soit liée directement à la venue de Rima Hassan et l'action des militantes de Némésis. Il n'empêche que tout ceci se passe autour donc, de la venue de Rima Hassan. Et c'est évidemment le point crucial, une information non confirmée, mais qui revient à de multiples reprises, placerait l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud sur les lieux de la mort de Quentin Derenc. En tout cas, sur les lieux de la rixe. A fortiori, si les militants antifascistes appartiennent bien, ou appartenaient bien, puisqu'elle est en cours de dissolution, appartenaient bien à la Jeune Garde, il y aurait un lien plus large, puisque Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde, est aujourd'hui député insoumis. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun lien. Ce qu'il faut dire, c'est que le service d'ordre de la France insoumise n'est en rien responsable de la mort de Quentin Derenc. En rien. Ils ne sont même pas au même lieu. La Jeune Garde n'est pas un mouvement appartenant à la France insoumise. C'est difficile de dire qu'il n'en est pas proche. Pour l'instant, attendons d'avoir des informations confirmées ou non. Donc il est temps d'apporter un peu d'interprétation. À quel moment on a considéré que Némésis était une voix légitime, ordinaire et tout à fait banale dans le débat public? Enfin, je vous rappelle quand même que Némésis, c'est des jeunes femmes qui sont pour le communautarisme européen, qui plaident pour la remigration des immigrés. Vous comprenez bien que chez Némésis, on appelle à la déportation des immigrés, sans doute y compris quand ils sont français, sans doute même des fils et filles d'immigrés. Bref, on appelle à une épuration ethnique. C'est ça que vise Némésis. À quel moment est-ce qu'on a considéré que Némésis était une voie tout à fait légitime? Voilà, on parle d'une action de Némésis comme si là, en ce moment, on est en train de parler, depuis 5 jours, d'une action de propagande de Némésis, exactement comme on parlerait d'une manifestation de la CGT ou de l'UNEF. À quel moment est-ce qu'on met sur le même plan? Bon, bah voilà, il y a la France insoumise et puis Némésis, et puis bah voilà, c'est le débat d'idées, ils ne sont pas d'accord. Mais il y a quand même, d'une part, une formation politique républicaine, parlementaire, avec des élus qui n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit, et d'autre part, un groupement nationaliste, identitaire, d'extrême droite, avec des positions ultra-violentes. Donc là, déjà, il s'est passé quelque chose. La légitimation de Némésis, c'est 2 choses. 1, Bolloré. Alice Cordier a eu tribune ouverte partout, sur Europe 1, sur CNews, dans l'émission de Christine Kelly. 2, ne l'oublions pas, Bruno Retailleau, qui avait salué Némésis quand il avait été interpellé dans une de ses conférences de presse par Alice Cordier, justement, et qu'il avait dit « Oui, je salue ce mouvement ». Derrière, il était revenu sur ses paroles. Il avait dit « Ah, j'ai peut-être été un peu vite, parce qu'en fait, Némésis, je les aime pas tant que ça », disait-il, parce qu'elles ont critiqué Valérie Pécresse. Pas du tout, parce que ce sont des nationalistes qui appellent à la déportation des immigrés. Pas du tout. Regardez la vidéo qu'Alice Cordier postait à l'époque à l'adresse du collectif Sleeping Giants, qui est un collectif citoyen de lutte contre les discours d'extrême droite notamment. C'est bien son compte Instagram, en l'occurrence. Bye bye les Sleeping Giants, on arrive.
les gentilles militantes féministes du collectif Némésis qui menacent de mort, tout simplement. Voilà comment elles s'opposent au discours de leurs adversaires par des menaces de mort. Voilà pour Némésis. Quentin de Ranc, c'est pas un enfant de cœur. Le portrait d'un jeune homme gentil, paisible, qui aimait chanter, qui était un chrétien convaincu. Non, à d'autres. Quentin de Ranc, c'est un militant de l'Action française. L'extrême droite violente, antisémite, historique en France. Il est présent le 9 mai dernier, lors de la manifestation qui a lieu à Paris du comité du 9 mai, manifestation néofasciste dans laquelle les emblèmes nazis pullulaient, dans laquelle les militants, dont lui, ont manifesté le visage masqué dans les rues de Paris en toute impunité. Il est présent. Voilà qui était Quentin de Ranc, quelqu'un que nous qualifierions d'ordinaire aisément de militant néofasciste, sinon néo-nazi. Rien de ce que j'ai dit là ne retire un atome à l'horreur de sa mort. Puisqu'on en est au fait et à identifier qui était Quentin de Ranc, il est bon de savoir également quels sont ceux qui le soutenaient. Des croix gammées et des inscriptions antisémites sur la statue de la place de la République à Paris. Des dégradations ont été réalisées dans la nuit de dimanche à lundi après 2 rassemblements en hommage à Quentin de Ranc dans la capitale, dont un durant lequel des personnes ont été filmées en train de réaliser des saluts nazis. Sur la statue, on pouvait notamment lire « Peine de mort pour Jack Lang, tuer les Rothschild, Jack Lang doit mourir », ou encore « Mentalité allemande pour les pédos, tuez-les ». Fin de citation. Vous voyez ici une croix gammée sur la belle statue de la place de la République à Paris. Vous voyez quels sont ceux qui soutiennent Quentin de Ranc et demandent justice pour lui. Puisque certains ont perdu un peu le nord, je vais le rappeler, les nazis c'est les méchants. Dans une manifestation de soutien à Quentin de Ranc, des saluts nazis sont effectués, des croix gammées sont dessinées, des inscriptions antisémites sont retrouvées. Quentin de Ranc lui-même, qui appartenait au comité du 9 mai, mais la menace sur la République française, c'est la France insoumise. Est-ce que vous percevez l'ampleur de la défaite dans la bataille culturelle qui est devant nous? L'ampleur du retournement qui s'est opéré. Maintenant qu'on a établi les faits, on va aller voir un peu ce qui s'est dit. Quel est le cadre interprétatif qui s'est exprimé tout le week-end sur ces événements que je viens de résumer? Écoutons Marion Maréchal, par exemple. Je considère que s'il peut y avoir, bien sûr, des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. Des morts qui ne sortent de nulle part, des chiffres par un skinhead. Non, mais vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire. Non, mais moi, je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines, écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la Cocarde et de l'UNI, syndicats de droite, qui se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule par des militants d'extrême droite. Mais Marion ça Maréchal, vous pouvez pas dire que c'est dérisoire quand il y a eu des morts. Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. Marion Maréchal nous dit, au fond, ce qui s'est passé est absolument révélateur de la violence d'extrême gauche qui se déferle et qui se déferle depuis des années, à côté desquelles la prétendue violence d'extrême droite est dérisoire. On va écouter Elisabeth Lévy, pourquoi pas? Jusqu'où ça doit aller à l'encontre de LFI? C'est un parti plus dangereux pour la France que le FN ne l'a jamais été, le FN de Jean-Marie Le Pen. Ces méthodes cochent toutes les cases. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est ce que vous dites. C'est mon avis. Oui, d'accord. Et je le partage. Oui, bien sûr. Voilà. Ces méthodes cochent toutes les cases du fascisme. Vous l'avez entendu, les vrais fascistes, c'est la France insoumise et plus généralement les antifascistes. Thomas Bonnet, c'est un éditorialiste de CNews. L'extrême gauche a tué, et il faut le marteler, c'est l'extrême gauche qui a tué Quentin. L'enquête devra le déterminer, mais déjà il se dessine que des antifas sont impliqués dans le passage à tabac de Quentin, des antifas dont le nom relève davantage de l'antiphrase. D'autres l'ont dit avant moi, de Churchill à Pasolini, mais les antifascistes sont bel et bien les fascistes d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est les antifascistes qui sont les vrais fascistes. C'est cadeau, c'est pour moi, vous n'allez pas y échapper, évidemment. On va écouter Pascal Praud himself. Le procureur de Lyon a battu en brèche hier la thèse d'un affrontement entre 2 bandes rivales de militants politiques. Ça, c'est pas vrai. Malgré ces précisions, certains veulent réécrire le drame de Lyon. L'idée est de renvoyer dos à dos extrême droite et extrême gauche, évoquer un climat de violence comme s'il existait une parfaite symétrie. Le désarroi est à son comble dans la caste médiatique. Songez, les rôles sont inversés. Les méchants ne sont pas les bons méchants. La France insoumise a fait de la jeune garde son bras armé pour semer la terreur et la violence à l'université ou dans la rue. Donc c'est une pure propagande fasciste. Les faits sont tordus. Le procureur a précisément validé le fait que
avant la mort de Quentin de Ranc, il y a bien l'affrontement entre deux groupes rivaux. Il n'a pas qualifié les deux groupes. Et évidemment, derrière, la Jeune Garde, qui est le bras armé de la France insoumise avec laquelle elle fait régner la terreur dans les universités, c'est une pure narration. Ce récit qui s'est imposé, c'est aussi celui qu'on a lu à longueur de tweets depuis jeudi sur Twitter. L'idée selon laquelle la mort terrible, tragique de Quentin de Ranc serait révélatrice des violences de l'extrême gauche, d'une dérive fasciste de l'extrême gauche, et du fait que, durant tout ce temps, nous nous serions trompés d'adversaires de la République. Les adversaires de la République ne seraient pas les néofascistes, les néo-nazis, ce seraient les antifascistes, qui seraient les vrais fascistes, voire les seuls fascistes. Voyons quel cadre interprétatif étayé, rigoureux, fondé peut-on apporter pour tenter d'éclairer de manière rigoureuse cet événement. Déjà, d'une part, rappeler que ce qui s'est passé à Lyon le 12 février dernier, s'est passé à Lyon. Lyon, c'est aujourd'hui la capitale française de la jeunesse néofasciste. Les groupements néofascistes s'implantent à Lyon au début des années 2010. Il y a une histoire longue à Lyon, et plus précisément dans le vieux Lyon, de groupuscules néofascistes qui s'installent, sont dissous, se reforment, ou plutôt se reconstituent sous une autre forme et sous un autre nom, et se réinstallent dans les mêmes lieux. Donc tout ça date des années 2010 et a monté en puissance. Et quand je dis à monter en puissance de manière violente. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces groupuscules néofascistes qui s'installent à Lyon, dans le vieux Lyon, ne se contentent pas de tenir des réunions. Vous imaginez bien que derrière, il y a aussi des débordements de violence, des débordements même d'ultra-violence qui se déferlent depuis les années 2010 contre tout ce que Lyon compte de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont le malheur de ne pas plaire aux néofascistes. C'est pas moi qui le dis, mais par exemple, Rue 89 Lyon, qui a consacré un gros dossier à la question de la violence d'extrême droite à Lyon. Depuis le début des années 2010, la ville de Lyon subit régulièrement des violences de la part de militants d'extrême droite radicale, au point que l'agglomération traîne une triste réputation de capitale de l'extrême droite. Et cette réputation n'est pas usurpée, écoutez bien. Rue 89 Lyon a effectué un recensement inédit des attaques, agressions et actes haineux de l'extrême droite radicale à Lyon entre 2010 et 2025. Au total, nous en avons répertorié 102 sur la période. On compte des agressions, on compte des lynchages, on compte des tabassages, on compte des attaques au couteau, on compte des faits extrêmement graves, de violence inouïe qui s'est déferlée sur les personnes. Ça, c'est ce qui se passe à Lyon depuis 2010. Et l'arrivée de Génération Identitaire et de leur bar associatif La Traboule. La Jeune Garde est un mouvement antifasciste fondé en 2018 pour protéger les réunions de gauche, pour protéger les militants de gauche, pour protéger les conférences, les événements, les manifestations de gauche de la violence bien réelle de l'extrême droite lyonnaise. Les groupes antifascistes, ils sont créés pour résister, pour protéger les militants de gauche et les manifestations de gauche contre la violence fasciste. Et pas seulement d'ailleurs les militants de gauche et les manifestations de gauche, mais aussi, comme je vous le disais, les personnes racisées, les personnes LGBT qui, dans les années 80 à Paris, aujourd'hui à Lyon, sont victimes de la violence bien réelle de groupements d'extrême droite. Ce qui s'est produit jeudi est la conséquence directe d'une résurgence de la violence néofasciste à Lyon. Violence qu'on a laissé s'installer. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et rappeler que les agressions violentes à Lyon, elles viennent avant tout de l'extrême droite. Il n'y a pas que Lyon qui nous intéresse. Vous avez entendu Marion Maréchal nous dire « de toute façon, c'est clair, c'est simple, la violence d'extrême droite, si elle existe, elle est résiduelle, elle est ultra minime, ultra minoritaire. Les vraies violences, c'est l'extrême gauche. » Heureusement, là aussi, nous avons des chercheurs qui ont travaillé sur cette question depuis longtemps. Il y a un ouvrage que Isabelle Sommier a dirigé, qui est un ouvrage fondateur et majeur important sur l'état des lieux des violences politiques dans la France contemporaine. Dans ce papier publié par la Revue politique et parlementaire, Isabelle Sommier fait au fond le résumé des conclusions tracées dans ce livre, qui encore une fois est un livre majeur et fondateur. Violence politique, paru en mars 2021 aux presses de Sciences Po, dresse une base inédite de 6000 épisodes de violence politique survenus de 1986 à 2021. J'en viens à la question de ce qu'elle appelle les violences idéologiques, c'est-à-dire les violences de droite et de gauche. 53 personnes sont tombées des mains de ce qu'elle appelle des meurtriers idéologiques, c'est-à-dire des meurtriers d'extrême droite ou d'extrême gauche. Parmi ces 53 personnes, 90% sont mortes des mains de l'extrême droite. Le résultat est important dans la mesure où la virulence des groupes radicaux à droite de l'échiquier politique a été très sous-estimée
jusqu'à une période récente, en dépit de 6 attentats déjoués depuis 2017. Leur spécialité, ce sont les agressions commises par les identitaires, les skinheads et les néo-nazis. Elles relèvent d'abord ces agressions d'un mobile haltérophobe. Ça veut dire que les agressions commises par l'extrême droite, les agressions violentes, visent d'abord notamment les personnes racisées et les personnes appartenant à la communauté LGBT. Ensuite, de la violence contre des militants adverses de gauche ou antiracistes. Une autre cible de choix est constituée des dégradations de ce que nous avons appelé les espaces sacrés, cimetières et lieux de culte. Les profanations de cimetières, pour beaucoup juifs, se concentrent dans l'est du pays, Alsace-Lorraine en tête, et sont surtout le fait des skinheads. Les dégradations des lieux de culte se remarquent surtout dans le sud, en particulier le sud-ouest, contre cette fois-ci principalement les mosquées, qui sont surtout visées par les identitaires. Les activistes de gauche s'attaquent surtout, en ce qui concerne les actions violentes, s'attaquent surtout à des biens. Ils privilégient notamment les sièges de partis politiques et les grandes entreprises accusées d'atteinte aux libertés publiques, de nuisance ou de collaboration avec les politiques anti-migratoires. Par ailleurs, ce sont les militants de gauche qui sont spécialistes des affrontements et des heurts avec les forces de l'ordre. Si on se fonde sur les conclusions de la recherche concernant la violence politique, il y a de la violence politique à gauche ou à l'ultra-gauche ou à l'extrême-gauche, vous dites comme vous voulez, notamment de la dégradation de biens. Mais les agressions contre les personnes, elles sont avant tout et de manière ultra massive le fait de l'extrême droite. Ça, ce sont des faits. Vous avez Nicolas Lebourg, chercheur spécialiste de l'extrême droite, a actualisé ces chiffres. Si on fait un bilan sinistre des décès causés par les radicaux depuis 1986, la gauche a tué 6 personnes, la droite 59. Le dernier mort imputé à l'ultra-gauche remontait à 2010. On reste dans une proportion de 90%. Les chiffres, c'est bien. Il est crucial de savoir ce qu'il y a derrière. J'ai été voir une partie des violences et des meurtres commis par l'extrême droite depuis 2022, le plus récemment possible. On commence en 2022 par le meurtre de l'international de rugby Federico Martin Aramburu, assassiné par 2 militants d'extrême droite, Romain Bouvier, 34 ans, connu pour appartenir à la sphère d'ultra-droite, et surtout Loïc Le Priol, qui a tiré les coups mortels, 31 ans, ancien du GUD, le GUD directement lié au Rassemblement national. Je vous rappelle que Frédéric Chatillon est un ancien responsable du GUD, et que Frédéric Chatillon, c'est un ami intime de Marine Le Pen, conseiller pour le Rassemblement national pendant très longtemps. Donc là, vous avez un lien direct, entre le Rassemblement national et un groupement, le GUD, ultra-violent, responsable de quantité d'agressions ultra-violentes, dont un des membres a tué un homme à la terrasse d'un café. Donc là, le lien entre le Rassemblement national et le GUD et cet assassinat raciste est direct. Autre fait, le militant identitaire qui a tailladé 2 jeunes au couteau ressort libre. Le 9 juin dernier, dans le vieux Lyon, tiens, tu vois, ça s'est passé à Lyon. Adrien Lassalle, un cadre de Génération Identitaire, ceux-là même qui ont fondé le bar La Traboule, a tailladé au couteau 2 hommes. 3 jours plus tard, l'homme a été jugé et condamné. 2024, Jamel Benjabala a été assassiné par l'ex-mari de sa compagne. Jamel Benjabala avait déjà déposé 2 plaintes pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion contre Jérôme de Cofour. En fouillant la Chrysler dont les marques sur la carrosserie et le châssis corroborent le récit des témoins, l'attention d'un policier est attirée par une petite sacoche kaki posée dans le vide-poche. Elle est floquée d'un écusson de la brigade française Patriote, un groupement d'extrême droite néofasciste. Il faut évidemment revenir sur ce qui s'est passé à Paris en février 2025, rendez-vous compte, c'était il y a 1 an, quand plusieurs dizaines de militants néofascistes ont attaqué la projection d'un film antifasciste à Paris. Une victime a été poignardée et laissée entre la vie et la mort pendant plusieurs heures. Elle aurait pu y rester. Voilà les agresseurs, ce qu'ils crient quand ils quittent les lieux de leur crime. Après Paris est nazi, la deuxième exclamation qu'un des militants jette dans un éclat de rire, c'est « Lyon est nazi aussi ». Le 30 mai dernier, à Alès, un bar associatif, le Prolé, a été attaqué par des militants d'extrême droite. 10 personnes blessées après avoir été tabassées par des nervis d'extrême droite qui sont arrivés en bande dans ce bar de Alès. Je veux quand même m'arrêter sur, parce qu'on l'a oublié, ce qui s'est passé à Saint-Brévin. On est en 2023 et le maire de Saint-Brévin a vu sa maison être incendiée par des militants d'extrême droite après qu'il ait été pendant des mois harcelé par ces mêmes militants d'extrême droite qui s'opposaient à l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa ville. Il a fini par démissionner de son mandat de maire. Beaucoup avaient été choqués à l'époque et l'information, si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien, avait été beaucoup cadrée comme la hausse des pressions et des violences contre les maires. Ce qui est vrai, c'est une réalité en France. Mais on aurait pu cadrer l'information complètement autrement, comme un nouveau témoignage de la violence de l'extrême droite. Je n'ai énuméré que les cas soit les plus graves, soit les cas
hélas mortels, d'agressions commises par des militants d'extrême droite identifiés comme tels. Mais on pourrait y ajouter la quantité de meurtres racistes liés à l'extrême droite depuis des années. Très récemment encore, dans le Var, près de Fréjus, Hichem Miraoui a été assassiné parce qu'il était arabe. Tué par un Français dont les idées étaient explicitement racistes. William Mallet, en 2022, a attaqué un centre culturel kurde pour des raisons racistes là aussi, et qu'il a été renvoyé très récemment aux assises pour assassinat raciste. Pas terroriste, certes, mais raciste néanmoins. On pourrait parler de ce qui s'est passé en 2022 avec Mamadou Cissé, tué par un voisin harki de 83 ans qui disait « J'ai tué un noir ». Fin de citation. On pourrait parler de ce qui s'est passé avec Ismaël Ali, 20 ans, très récemment, retrouvé mort dans un état du Rhône. Une information a d'ores et déjà été ouverte pour meurtre en raison de la race, de l'ethnie et de la religion. Ces assassinats-là ne sont pas reliables à des groupuscules d'extrême droite, contrairement aux faits que j'ai énumérés auparavant. Il n'en reste pas moins des assassinats racistes directement liés à l'idéologie propagée par l'extrême droite depuis des années. Je reviens sur les groupuscules d'extrême droite responsables ces dernières années des agressions que je viens d'énumérer. Ce sont ces groupuscules d'extrême droite néofascistes qui se sont installés à Lyon à partir du début des années 2010, dans le vieux Lyon. Ce sont ces groupuscules néofascistes qui ont fait régner la terreur à Lyon. Les mêmes qui s'affrontent régulièrement avec les antifascistes. Et ce sont ces groupuscules néofascistes auxquels appartenait Quentin Derenque. Tout ce que je viens de dire là ne retire pas un mot de ce que j'ai dit auparavant sur la mort de Quentin Derenque. Ça ne me choque pas qu'une personne qui trouve la mort dans des violences politiques, qui mord pour ses idées, se voit saluer d'une minute de silence à l'Assemblée nationale. Par contre, elle était où la minute de silence pour Federico Martin Aramburu? Elle était où la minute de silence pour toutes les personnes qui sont mortes sous les coups, sous la lame, sous les Rangers de l'extrême droite dont on vient de parler? Elles sont où toutes ces minutes de silence-là? Moi, je ne suis pas choqué, encore une fois, que la représentation nationale rende hommage à une personne morte pour ses idées, ce qui ne devrait pas arriver en démocratie. Je suis choqué quand la seule personne à qui on rend hommage, c'est un néo-nazi. Comme vous le voyez, le cadrage interprétatif proposé par l'extrême droite, les nationalistes les plus violents et les plus radicaux sur les réseaux sociaux, par les éditorialistes de Vincent Bolloré, ce cadrage interprétatif ne tient pas à l'examen. Il est à ce jour absolument impossible de généraliser ce qui s'est passé avec Quentin Derenque. À Lyon, c'est Quentin Derenque qui est mort et c'est un drame. Ça aurait pu être, à sa place, un jeune antifasciste. Parce que la violence entre ces deux groupes, elle a cours depuis des années. Et cette violence, elle a été provoquée à l'origine par l'extrême droite. La mort de Quentin Derenque, elle ne peut pas être généralisée. Il n'y a quasiment aucun précédent. C'est même pire que ça. Ça fait des années que l'extrême droite attend en France leur martyr. Ça fait des années que l'extrême droite attend leur Charlie Kirk. Ça fait des années que l'extrême droite attend la dépouille derrière laquelle ils pourront rassembler leurs bannières et prétendre que eux sont les victimes. Et que c'est la gauche qui est la vraie violente. Alors que les faits sont formels. Les données sont formelles. La recherche est formelle. La violence en France, c'est avant tout et dans une proportion ultra massive, celle de l'extrême droite. J'ai donné toutes les preuves qui permettent de l'étayer. Pascal Praud, Elisabeth Lévy, Marion Maréchal n'en ont donné aucune. Ils ont jonglé avec des mots. Ils ont proposé un récit, une narration, une histoire, une fabulette. Nous, on oppose des faits, des chiffres, des études, des statistiques. De leur côté, le fantasme, le mensonge, les méthodes trumpiennes. De notre côté, la rigueur intellectuelle. Ce fantasme, ce récit totalement falsifié et fallacieux produit par l'extrême droite, il a cranté à l'échelle médiatique. C'est le récit qu'on a entendu tout le week-end. C'est le récit qu'on entend dès lors qu'on se branche sur les antennes de Bolloré. C'est le récit qu'on entend dès lors qu'on écoute des responsables du Rassemblement national qui sont accueillis à bras ouverts dans les médias. C'est même le récit qu'on entend en filigrane dans les questions d'une partie des intervieweurs et intervieweuses en ce début de semaine. Ce récit falsifié, fallacieux, contrefactuel, qui repose sur une montée en généralité qui elle-même ne repose sur rien, c'est le récit qui est en train de s'imposer. Et c'est en cela qu'on est peut-être en train de vivre, et je le dis en le déplorant, un point de bascule. Le Rassemblement national avait déjà réussi sa première prouesse, celle dont eux-mêmes estimaient que c'est ce qui les séparait du pouvoir. Ils ont réussi à rejeter loin d'eux l'accusation d'antisémitisme et la plaquer sur leurs adversaires, la France insoumise. Ils vont maintenant plus loin. Ils réussissent en ce moment à rejeter loin d'eux l'accusation d'être fascistes pour la plaquer sur leurs adversaires, en l'occurrence les antifascistes. Si on laisse ce discours médiatique résonner sans contrepoint, sans opposition, alors la bataille culturelle est perdue. À la fin des fins, ce qui triomphe dans le débat public,
ça n'est pas le récit le plus vrai, c'est le récit le plus efficace. Ou sinon le plus efficace, du moins le récit le plus relayé. Aujourd'hui, le récit le plus relayé, c'est de très loin celui de l'extrême droite. Et sans contrepoint, sans opposition ferme, sans contre-attaque forte de notre part, alors nous aurons perdu peut-être la bataille décisive, celle qui consiste à avoir le droit de qualifier de fascistes les fascistes. Je pense que ce qu'on est en train de vivre là, autour de la mort, et encore une fois, je le répète, tragique, de Quentin Derenque, en parallèle de cela, je crois que nous sommes en train de vivre des heures déterminantes et qu'elles ne se présentent pas de la meilleure des manières. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. À minima, on ouvre notre gueule.